Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce 76e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Michael Van de Piet, qui est directeur de l'expertise SERH chez Federis. Bonjour Michael. Bonjour Manon et bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour parler du sujet du webinaire du jour qui est Onboarding et Offboarding, les clés d'une expérience collaborateur enrichie. Alors, juste avant de te laisser te présenter à l'audience, Michael, quelques mots sur le sommaire et puis sur les modalités du webinaire très rapidement. Donc, ce webinaire durera 45 minutes, comme tous les webinaires Parlons RH, et sera composé de 3 grandes parties, 3 temps forts. Donc, dans un premier temps, on verra de quoi on parle quand on parle de onboarding, de offboarding. Ensuite, on verra pourquoi c'est un sujet aujourd'hui qui est si important pour les DRH et pour les entreprises. Et enfin, on verra les champs d'application, en tout cas quelques pratiques qu'on peut mettre en place pour faire un bon onboarding et un bon offboarding. Pour les modalités, du coup, vous le savez, si vous avez déjà participé à des webinaires Parlons RH, nous, on est partisans de l'échange et du partage, donc vraiment n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous avez l'outil chat pour vous présenter et puis échanger aussi avec vous et avec nous pendant tout le long du webinaire. En revanche, si vous avez des questions spécifiques à poser à Michael, je vous invite plutôt à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'outil chat. Je crois que j'ai fait le tour pour les modalités, donc sans plus attendre, je te laisse, Michael, te présenter et puis présenter Federis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Très bien, donc je m'appelle Michael Van de Piet, je suis de formation RH, psychologue du travail, et ça fait un peu plus de 15 ans maintenant, même 16 ans que je travaille chez Federis. Donc Federis, c'est un outil qui permet de gérer ce qu'on appelle les talents. Et qu'est-ce que je fais chez Federis? Eh bien, je m'assure que l'application répond aux obligations légales et aux besoins de nos clients. Et j'ai une casquette avec mon équipe aussi d'expertise métier, c'est-à-dire qu'on aide nos clients à optimiser leur processus RH en lien avec l'outil informatique. Et donc, chez Federis, vous faites de la gestion de talent. Oui, alors en effet, c'est bien de préciser maintenant. La gestion de talent, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est pas toujours évident. Alors si on schématise un petit peu, en SIRH, on a 3 grands domaines. On a la paye, on a la gestion des temps et on a ce qu'on appelle les talents. Donc les talents, c'est tout ce qui va commencer à les récupérer, à les chercher, à aller acquérir de nouvelles compétences. Donc le recrutement et l'onboarding, sujet important aujourd'hui. On a une partie un peu administrative, le SIRH, le but du jeu, c'est de faire en sorte que les RH gagnent du temps et passent moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc tout au long de la vie du collaborateur, le SIRH Talent va les aider de ce côté-là, sur l'édition de contrats, sur du coffre-fort numérique, sur un kiosque RH, etc. Et on a une partie aussi fidélisation des talents qui va être sur la partie compétences, entretien annuel, formation. Donc vraiment essayer de optimiser le patrimoine de compétences de l'entreprise. Parfait. Et aujourd'hui, vous accompagnez jusqu'à 600 clients? Oui, alors des clients dans tout secteur d'activité, toute taille. On a développé une nouvelle offre qui s'adresse même à de toutes petites entreprises en fait qui auraient une maturité RH dite faible, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'équiper avec des entretiens, ils ont besoin d'outils de recrutement, etc. Donc, fort de nos 25 ans d'expérience, on propose à cette petite structure des outils clés en main et on peut aller accompagner des entreprises beaucoup plus grandes comme par exemple Sodexo, Fnac Darty, le groupe Holder, donc qui sont plutôt des très gros groupes avec des offres qui sont plutôt packagées, préparamétrées, définies en fonction de leurs besoins spécifiques. Et dernière petite question avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de onboarding et d'offboarding. Je vois que sous votre logo, il est écrit groupe Septéo. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Federis a été racheté il y a une petite année par un groupe qui s'appelle Septéo. Il est dans le top 10, enfin, nous sommes maintenant dans le top 10 des éditeurs de logiciels en France. Donc, on ne s'est pas fait manger ou phagocyter pour acheter un parc ou autre. En fait, Septéo, à la base, ils font des outils de logiciels de gestion pour les notaires. Donc, à chaque fois que vous allez chez votre notaire et que vous signez un acte, vous utilisez sans le savoir Septéo. Et en fait, ils cherchent des experts dans leur domaine, des pépites, ce qu'ils appellent. Et donc, Federis a été une pépite qu'ils ont ajoutée à leur offre, et donc sur cette partie talent qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent.
Merci Mickaël pour cette présentation qui me permet de te connaître et de connaître Fédéris un petit peu mieux. Alors toi aujourd'hui tu es là pour parler de onboarding et d'offboarding comme clé d'une expérience collaborateur enrichie. Donc c'est vrai qu'on sait que depuis quelques années le recrutement et la fidélisation des talents c'est un petit peu un sujet tendu. Je te laisse peut-être la parole pour que tu nous donnes un petit peu de contexte par rapport à ça. Tout à fait. Alors, en fait, si on va peut-être commencer par un petit exercice, un petit jeu, on va dire, ce matin. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais essayez de réfléchir à votre intégration, la première journée que vous avez vécue, alors soit dans la société dans laquelle vous êtes aujourd'hui, soit dans une autre. Comment vous vous sentiez? Est-ce que vous avez des souvenirs, des mots, des émotions qui vous reviennent? En général, je pense que si vous réfléchissez un peu, vous allez retrouver un certain nombre de choses. Alors, on ne peut pas... Je vais vous demander à tous de vous exprimer puisque vous êtes quasiment 200, donc c'est un peu compliqué. Pour autant, si vous avez vécu des situations un petit peu étonnantes, dans le bon sens comme dans le mauvais du terme, n'hésitez pas à les partager aussi dans le chat. Moi, je vais vous en partager deux rapidement. La première, c'est quand je suis arrivé chez Fédéris, c'était il y a 16 ans, donc c'était il y a quand même un petit moment, et je m'en souviens encore. C'était même avant le premier jour, la personne que j'avais eue au téléphone pour le recrutement, on l'entendait sourire au téléphone. Alors ça peut paraître bizarre quand je dis ça, mais c'est une personne vraiment qui avait tout le temps la banane. À chaque fois que j'avais au téléphone, vraiment, c'était un vrai rayon de soleil. Et ça s'est confirmé le jour où je suis allé chez Fédéris. Voilà, en fait, finalement, elle, mais aussi les gens qui travaillaient là-bas, avaient vraiment la banane. Et quand on se dit, cette entreprise, les gens sont de bonne humeur ou ont le sourire, c'est plutôt un vecteur qui vous fait vous dire, normalement, ça devrait bien se passer. À l'inverse, une autre entreprise dont je tairai le nom, le premier jour où je suis arrivé, donc à la RH, on m'a dit, tiens, ton PC est là dans le coin, bon, tu n'as pas encore tes codes, tu n'as pas encore tes accès, mais on va te filer un cahier et 2-3 crayons, et puis la DRH, elle a un rendez-vous, un planning très chargé, mais elle va prendre quelques minutes pour te voir aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Là, le ressenti et les émotions, c'était il y a encore plus que 16 ans, mais je peux vous dire que je m'en souviens encore. Sympa comme premier jour. C'est très, très sympa, et je pense que parmi nos auditeurs aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui ont dû en vivre aussi un petit peu comme ça. Forcément, ça reste dans les esprits et on va en parler un petit peu plus en détail, mais les nouvelles générations sont encore plus sensibles à ça. Et du coup, les premiers moments, alors du premier jour, mais même on va le voir aussi, du processus de recrutement ou même du moment où vous avez choisi votre futur collaborateur, c'est vraiment important que finalement, il ait l'impression d'être dans un... Enfin, c'est pas une impression, il faut qu'il soit dans les situations, dans les conditions de travail où il sera... dans la vraie vie, quoi. Donc, c'est vraiment important. Le recruteur et l'onboarding, c'est la vitrine de ce qui doit se passer dans l'entreprise. Je me permets juste de te couper parce qu'on a des témoignages dans le chat, notamment Stéphanie et Heidi, qui ont vécu des premiers jours un petit peu comme ta deuxième expérience, un peu froide. Donc, c'est dommage. Bon, heureusement, quand même, on a Déborah qui nous dit qu'elle se sentait attendue avec impatience. Et on va le voir, on va vous donner plein d'exemples de comment bien faire finalement cette partie onboarding. Alors malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, on n'intègre pas tout le monde, on ne fait pas monter à bord tous les collaborateurs de la même manière. En effet, selon votre secteur d'activité, selon les valeurs de votre entreprise, selon votre ADN, selon la nature du poste, entre un cadre et un ouvrier, par exemple, sur une ligne de prod, on ne va pas forcément les faire monter à bord ou les intégrer de la même manière. Donc, si vous attendiez, on va dire, une solution un petit peu miracle aujourd'hui sur c'est quoi le onboarding magique qui marche à tous les coups, malheureusement, je ne l'ai pas. Et c'est finalement quelque chose que vous devez construire, vous, en fonction de votre entreprise et de comment vous voulez faire et en fonction des personnes que vous allez intégrer. Pour autant, j'aime bien la notion de monter à bord. Alors, la croisière était à la mode il y a quelques années. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire, mais je me souviens que mes parents me disaient quand ils revenaient de croisière, qu'un moment important, justement, c'était quand ils montaient à bord du bateau parce que, justement, tout le monde était salué par le capitaine. Et alors, si vous avez vu La croisière s'amuse aussi, donc je parle pour les personnes qui ont un certain âge, mais cette série, toujours, ça commençait systématiquement par le bonjour du capitaine. C'est un moment important, on va y revenir un peu plus en détail, mais cette notion d'intégrer le collaborateur et d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, c'est vraiment important. Merci Mickaël. Alors du coup, c'est vrai que quand on parle de onboarding, on pense très souvent à l'onboarding assez classique qui commence par peut-être un petit déjeuner, une visite des locaux, puis un point avec le manager ou le RH.
Mais est-ce que c'est encore suffisant aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus? Aller un peu plus loin. Alors si, bien sûr, donc, ce que tu décris, hein, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises. On va y revenir juste un peu plus tard. C'est ce qu'on appelait aussi un peu le processus d'intégration 2.0. Voilà, le fameux, le premier jour, je suis un peu attendu quand même. Ils ont acheté des chouquettes et des pains au chocolat pour m'accueillir. Il y a quand même quelques membres de l'équipe qui sont là. Et du coup, bah oui, je me sens quand même un peu intégré. Mais si on veut faire un vrai processus d'intégration, en fait, il commence avant le premier jour. Donc il y a vraiment une notion qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que ce processus de onboarding, finalement, il commence dès le moment où vous avez choisi le collaborateur qui va venir travailler avec vous. Donc, on peut mettre un jalon ici à la signature du contrat, hein, c'est vraiment cette première étape. On a même certains clients qui le considèrent avant, à partir du moment où on s'est mis d'accord, hein, souvent vous l'appelez quand même, le collaborateur, pour lui dire bah oui, c'est bon, c'est toi qu'on a choisi. Donc là aussi, la façon dont vous allez l'annoncer, bah, ça peut consigner pas mal de choses. Si vous lui envoyez un petit mail en disant bon, c'est bon, t'es pris, ou si vous l'appelez et que vous mettez toutes les formes, bah voilà, vous savez qu'il y a une petite montée d'adrénaline en général hein, quand vous êtes collaborateur et que vous attendez la réponse. Donc mieux c'est fait, mieux c'est et mieux ça déterminera la suite du processus d'intégration. Mais souvent, on peut se dire, voilà, la signature du contrat, on commence le processus d'onboarding. On a une notion de pré-boarding qui peut être plus ou moins longue aussi en fonction de la nature du contrat. Donc on dit, on n'intègre pas tout le monde de la même manière. Et du coup, cette notion de pré-boarding, pour certaines personnes, elle peut être très très longue. Donc du coup, on va revenir un petit peu en détail sur ce qui se passe dans ces moments-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important et qu'il ne faut pas oublier parce que souvent, s'il se passe 6 mois entre le moment où vous l'avez dit oui et le moment où il arrive, bah, il peut y avoir une démotivation, il peut y avoir plein de choses. Donc c'est vraiment important de garder justement du lien pendant cette période de pré-boarding. Il y a ensuite l'arrivée, le fameux premier jour. Bah oui, on est d'accord, hein, c'est indispensable, il faut qu'il se passe bien. On a quelques exemples, je vous en ai donné un. Si ça ne se passe pas bien, bah forcément, vous aurez une mauvaise image, il sera d'autant plus difficile de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Il sera d'autant plus difficile aussi de le récupérer, parce que bah, hein, si ça se passe bien, vous surfez sur la vague. Si ça ne se passe pas bien, bah, vous allez ramer 2 fois plus hein, pour récupérer les choses. Et donc, ce premier jour est important, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que ce n'est pas suffisant, ce premier jour. Il y a aussi toute une partie de suivi qui est indispensable. Donc, il y a la période d'essai, bien évidemment. Il y a, pendant cette période d'essai, une montée en compétences. Hein. Là aussi, on va y revenir un peu dans le détail, mais c'est important de s'assurer que finalement, il y a une bonne adéquation entre ce qu'on a vendu, ce que l'entreprise a vendu, ce que le candidat a vendu, et puis ce qu'on attend, est-ce que ça se passe bien, etc. Donc, on doit aller jusqu'à une clôture du onboarding qui peut être plus ou moins longue. Et justement, cette date de clôture du onboarding, bon, elle arrive après la fin de période d'essai. Mais comment est-ce qu'on sait que ça y est, un salarié est intégré définitivement? Encore une fois, ça va dépendre un petit peu de la nature du poste et souvent de la complexité du poste et de combien de temps on évalue à une pleine maîtrise, une pleine possession du poste. Finalement, c'est ça un peu qui doit déterminer la fin, c'est est-ce que le collaborateur est complètement autonome dans son métier, est-ce qu'il peut tout faire? Et c'est ça qu'il faut suivre en fait. Et souvent, on considère qu'on a bien fait notre travail de onboarding à partir du moment où le collaborateur est complètement autonome et sait faire ce qu'on attend de lui. Ok. Et bon, le onboarding est terminé, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où le salarié décide de partir pour X ou Y raison. Et là commence donc le processus de offboarding. Est-ce que rapidement tu peux juste nous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est quelque chose dont on ne parlait pas forcément beaucoup avant. On l'a dit, on va le redire, il y a une petite crise, hein, je pense que vous le savez, vous avez sûrement un peu de mal à recruter. Mais du coup, parfois on se dit, bah, un collaborateur qui part, peut-être qu'on ne va pas pouvoir le garder parce que justement, il a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais souvent, on se rend compte que finalement, l'herbe n'est pas si verte que ça ailleurs. Et on a de plus en plus de collaborateurs qui retournent dans leur entreprise. Et donc, ce système de offboarding, c'est s'assurer que ce départ va bien se passer. Alors, si vraiment ça se passe mal avec le collaborateur, bon, on ne va pas faire de offboarding. Mais au contraire, c'est quelqu'un avec qui vous aviez plaisir à travailler et qui s'en va juste parce qu'il a envie de voir autre chose, on a tout intérêt à rester en bon terme avec lui pour essayer justement de le faire revenir s'il se rend compte que ce qu'il a cherché ailleurs, il ne l'a pas trouvé et autant le récupérer. Donc cette notion de offboarding est de plus en plus importante aussi pour les entreprises. C'est le fameux phénomène de salarié boomerang. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci Mickaël pour cette petite mise en bouche, si je puis dire, sur le onboarding et le offboarding. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la boîte à questions. Mickaël se fera un plaisir d'y répondre. Comme pour l'instant, on n'en a pas, je vous propose de passer
à la deuxième partie de ce webinaire. Pourquoi est-ce important? Alors, du coup, je pense que tu as quelques chiffres à nous présenter. Oui, exactement, quelques chiffres. Alors ça, c'est toujours des chiffres un petit peu étonnants hein, et qui grossissent. Deloitte avait fait une étude déjà il y a quasiment 10 ans. Et il y a déjà 10 ans, on avait 4% quasiment des personnes qui pouvaient quitter leur poste dès le premier jour parce que ça ne se passait pas bien. Donc forcément, ces chiffres continuent à augmenter. On a aussi, par exemple, Workello qui en 2021 avait fait une étude qui montrait que 45% des démissions ont lieu la première année du contrat. Alors, ce n'est pas que lié au onboarding, bien évidemment, mais forcément, si la partie d'intégration s'est bien passée, et on l'a dit, l'intégration, ça peut être assez long, finalement, ça peut être 6 mois, ça peut être plus, finalement, on n'est pas loin de l'année, et du coup, finalement, si ça ne se passe pas très bien, en général, la moitié des démissions se font dans cette période-là. Et on sait aussi que ça coûte très cher de recruter. Donc, c'est en 2022, le cabinet qui a fait une étude. Alors, la fourchette est assez grande quand même, entre 7 000 et 45 000 euros. On sait que forcément, si on recrute des cadres, ça va nous coûter plus cher, ça va nous prendre plus de temps. Donc, on sait qu'on est dans une situation un peu de crise. Hein. La guerre des talents, ça fait des années qu'on en parle, mais là, on est vraiment en plein dedans. Tous nos clients, dans tous les secteurs d'activité, que c'est une petite ou une grande entreprise, vous avez du mal à recruter aujourd'hui. Ça vous coûte cher. Donc, si en plus ça se passe pas bien, forcément vous perdez de l'argent et c'est pas intéressant. Ça démotive les RH, ça démotive les équipes. Donc, c'est vraiment un vrai enjeu. Et on se rend compte en plus, c'est l'INSEE en 2020 qui a fait cette étude qui montrait que après une bonne intégration, quasiment 70 personnes, 70% des personnes restaient au moins 3 ans au sein de l'entreprise, ce qui est quand même pas mal, 3 ans. On a certains postes sur lesquels on a des turnovers qui sont beaucoup plus importants, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment quelque chose d'important. Et on se rend compte aussi que les RH prennent de plus en plus conscience que c'est vraiment important justement de travailler sur cette partie onboarding. Les études, l'INSEE l'a aussi montré que 89% des organisations n'ont toujours pas un bon processus d'intégration. En général, souvent, on a le processus que tu décrivais tout à l'heure, Manon, qui est de se dire, voilà, on fait en sorte que le jour où il arrive, tout soit à peu près prêt, plus ou moins bien. Ça suffit pas. J'ai été la semaine dernière à un événement qui était organisé par Deloitte qui s'appelle Future Affaires. Et justement, on avait 500 RH et des RH qui étaient là à réfléchir justement aux problématiques qu'ils avaient. Et donc, on leur a demandé, Deloitte leur avait fait une petite étude préparatoire en leur demandant quelles sont vos 3 plus grosses problématiques aujourd'hui, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on phosphore, un peu qu'on réfléchisse ensemble. Et quasiment plus des 3/4 ont mis dans le top 3 cette problématique d'onboarding et d'intégration des nouveaux collaborateurs. Donc, on se rend vraiment compte que c'est un vrai frein à l'épanouissement du collaborateur dans l'entreprise, à avoir des ratés, à ne pas perdre d'argent. Donc, c'est vraiment un vrai problème que tous les RH finalement prennent à bras-le-corps. Et puis, c'est un peu vrai aujourd'hui, puisqu'on voit que vous êtes très nombreux à ce webinaire. Donc, on sait que c'est un vrai enjeu pour vous. 88% qui n'ont pas de processus d'intégration, c'est énorme, ou pas un bon en tout cas, alors que pourtant, on va le voir, mais les avantages sont quand même considérables. Alors, considérable, oui, on l'a dit, hein, de plus en plus, les nouvelles générations sont capables aussi de partir. Hein, si le premier jour, ça ne se passe pas bien, moi, je reviens sur mon expérience passée où la DRH m'a rencontré 2-3 jours après finalement et que j'ai mis 2-3 jours à avoir mes codes pour pouvoir accéder à l'outil. À l'époque, on faisait quoi? On serrait les dents et puis on restait parce qu'on était content d'avoir trouvé ce poste et voilà. Aujourd'hui, les nouvelles générations, et puis compte tenu finalement du marché du travail, hein, on voit qu'aujourd'hui, quand vous faites un entretien de recrutement, finalement vous passez plus de temps à vendre votre entreprise qu'à essayer de vous assurer que le collaborateur répond bien à vos attentes, à vos besoins. Aujourd'hui, un onboarding qui ne se passe pas bien, le collaborateur il a beaucoup moins de scrupules à s'en aller. Du coup, au-delà de ça, de garder le collaborateur, ce moment d'intégration et d'onboarding, sa première vocation, finalement, c'est vraiment de faire naître le sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise chez le nouveau collaborateur. Alors, on a planté la graine dans le processus de recrutement. On l'a dit, hein, le recruteur est le premier ambassadeur de votre entreprise. C'est lui qui va donner la première impression de comment est gérée l'entreprise. On parle beaucoup de marque employeur. Je ne vais
vais pas faire un webinaire sur le marque employeur ce matin, mais on sait que ça en fait partie. Hein, c'est dans le processus de recrutement. L'image que vous donnez doit être en adéquation avec ce qu'a aspiré l'entreprise. Et du coup, s'il y a de trop grosses différences entre le fait d'avoir survendu l'entreprise et finalement ce qu'ils trouvent en arrivant, ça ne va pas marcher. Donc normalement, on doit être sur une ligne cohérente entre voilà l'entreprise, voilà nos valeurs, voilà ce qu'on veut faire et ce que vous devez ressentir au sein de l'entreprise. Et si justement on arrive à faire cette continuité et dès les premiers jours, voire premiers mois, il retrouve les valeurs qu'on lui a données, il retrouve aussi les valeurs pour lesquelles il est venu postuler chez vous, parce que souvent aussi c'est quand même une adéquation entre des envies et des valeurs. C'est d'autant plus vrai dans les nouvelles générations. Hein. Elles sont attentives justement à votre implication en termes de RSE, à votre politique d'inclusivité, etc., etc. Donc si elle retrouve vraiment ces éléments-là, forcément, elle sera d'autant plus engagée. Et ça, c'est important. On sait qu'un collaborateur qui est engagé, il restera plus longtemps dans l'entreprise. Parfait. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste sur un fait aussi, on ne va pas se mentir, hein, l'entreprise, oui, elle est là pour recruter, elle est là pour engager, elle est là pour fidéliser ses collaborateurs, mais elle est là aussi pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne, gagner de l'argent. Et par exemple, typiquement, Facebook n'a aucun scrupule à expliquer que leur processus d'intégration, justement, il est hyper construit et hyper structuré pour que dès le premier jour, le collaborateur, il ait tout pour travailler. Si vous recrutez quelqu'un et qu'il n'a pas accès à son ordinateur, qu'il n'a pas tous les outils qu'il faut, qu'il n'a pas tout le matériel dont il a besoin pour travailler, il fait quoi ces premiers jours? Vous le payez à regarder les mouches, à s'imprégner de l'ambiance. Donc non, ça ne marche pas. Donc il faut forcément que ça soit aussi un moyen de le mettre, entre guillemets, plus rapidement au travail ou le plus rapidement au travail possible pour derrière ne pas perdre d'argent. On a une question très intelligente, je trouve, de Dalila, pardon, je suis désolée, qui demande est-ce que le onboarding est valable pour les TPE de moins de 10 salariés qui ne disposent pas de RH? Et j'ai envie de dire oui, mais oui, j'aurais envie même de dire presque encore plus, ouais. Parce que finalement, c'est le chef d'entreprise en général et ou le manager qui va être le porteur finalement de ce processus d'onboarding. C'est pas la RH. On va y revenir, ça c'est très important. Gardez bien à l'esprit que la RH, c'est juste le pilote du onboarding, mais c'est pas du tout celui qui fait le onboarding. Celui qui fait le onboarding, c'est le capitaine du bateau et c'est son équipage, c'est les managers. Hein. Si les managers ne sont pas convaincus que le onboarding est juste indispensable, s'ils considèrent ça comme une contrainte supplémentaire, ça ne marchera pas. Donc, en tant que RH, vous avez un gros travail de communication auprès de ces managers pour leur faire prendre conscience de l'importance de ça. Et d'autant plus, si vous êtes une petite entreprise, le chef d'entreprise, c'est lui qui doit porter ça. Je crois que tu avais, en préparant, tu as une petite expérience que tu as vécue toi-même sur ce côté-là. Tu veux dire pour le premier jour? Oui, très. Oui, parce qu'en faisant le petit exercice que tu proposais tout à l'heure, c'est vrai que moi, je ne m'étais jamais replongée dans ce moment-là en me demandant qu'est-ce qui m'avait marqué. Et c'est marrant, en fait, c'est vraiment le premier contact en sonnant à la porte, un petit peu stressée forcément du premier jour. J'ai été accueillie par Thomas Chardon, d'ailleurs, qui est le dirigeant de Parlons RH. Avec un grand sourire, il m'a fait la bise, il m'a souhaité bienvenue et j'avais vraiment le sentiment d'être attendue, d'être accueillie et tout de suite après, je me suis dit en fait, ça m'a déstressée quoi. Donc c'est vraiment important et d'autant plus si vous êtes une petite structure, les managers, la direction est le vrai relais, le vrai porteur de ce processus d'onboarding. Ouais. Oui, parce que là, je parlais de Thomas Jardin, mais c'est vrai qu'avec ma manageuse, ça m'a fait un petit peu la même chose que ce que tu disais tout à l'heure au téléphone. Tous les échanges que j'avais eus avec elle, c'était très doux, très fluide, j'avais envie d'y aller, quoi. Et du coup, là, on est vraiment sur cette partie de pré-boarding, j'ai envie de dire, parce que les échanges, finalement, tu les as eus avec elle avant même d'écrire la solution. Absolument. Alors, et si vous avez des questions... question de Noël, Maudelyne Noël, comment impliquer les managers dans ce processus d'onboarding justement? Alors ça, c'est le bon sujet, la bonne question. C'est pas toujours simple. Souvent, leur expliquer que le meilleur moyen que le collaborateur reste, soit efficace, c'est de bien l'intégrer. Souvent, ça leur parle parce que la problématique du manager, c'est quoi? C'est de dire,
j'ai du turnover, j'arrive pas à garder mes compétences, j'arrive pas à faire naître de cohésion au sein de mes équipes, j'arrive pas à optimiser mon travail. Si vous lui expliquez justement que cette intégration, elle peut commencer dès ce moment-là, on va venir juste après, hein, mais tout ce qu'on doit faire sur le pré-boarding, c'est justement essayer de commencer à faire naître cette sensation d'avoir envie de travailler avec son équipe. Et du coup, le manager, c'est lui expliquer que plus on travaille sur l'onboarding, mieux le collaborateur sera efficace dès le début, mieux il se sentira intégré, mieux il aura envie de rester, etc. Donc c'est que des avantages en fait pour le manager. Il faut lui expliquer ça pour qu'il en prenne conscience. Ouais, lui faire un petit peu ouvrir les yeux sur ce que ça peut lui apporter, quoi. Et voilà, et souvent, ils ne se sont même jamais posé la question. Le petit exercice que je vous ai fait faire, faites-leur faire aussi. Rappelez-vous, c'est quoi votre première journée? Comment vous êtes senti? Si vous dites, je me suis bien senti, ok, et du coup, ça n'a pas envie de rester. Ah si, voilà, fais la même chose. Fais ton expérience. Tu t'as pas été bien accueilli? Voilà. Donc, donnez-leur cet exercice avec eux. Vous allez voir, en général, ça marche. On a une autre question de Alizé qui demande comment éviter les non-intégrations pour les stagiaires CDD ou contrats d'intérim qui sont souvent malheureusement considérés comme moins importants que les CDI. Là aussi, je vous l'ai dit en introduction, on n'intègre pas tout le monde de la même manière. Donc, on peut avoir des processus d'intégration qui peuvent être un petit peu longs. Je discutais avec des clients, par exemple, chez McDo, et le processus d'intégration, il est hyper long. Ou chez Disney, par exemple. La semaine dernière, on avait le témoignage de Disney. Peu importe ce que vous faites, si vous faites dans un restaurant, dans un magasin ou autre, vous avez, je crois, 15 jours de formation sur site où on vous sort du parc et on vous met en formation, et voilà. Et après, tous les 15 jours, vous avez encore une semaine. Voilà. Toutes les entreprises ne sont pas Disney, toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Sur la question des stagiaires, des CDD, des intérims, il faut construire aussi des parcours qui soient personnalisés et efficaces pour ces populations. Si l'intérimaire il reste une semaine, on ne peut pas se permettre de mettre en formation 15 jours. Donc c'est toute la difficulté et il faut essayer de l'adapter le mieux possible aux populations que vous allez intégrer. On va vous donner quelques exemples juste après. Oui, bien sûr. Juste avant qu'on passe à cette troisième partie en vous donnant des exemples, il y a beaucoup de commentaires et de questions par rapport aux sources des chiffres que tu as donnés, Mickaël. Alors, tu les as dit à l'oral. Donc, je vous invite à regarder le replay. et si jamais vous avez une question en particulier, vous pouvez envoyer un mail. Et n'hésitez pas aussi sur notre blog, on a des articles où justement on reprend toutes ces sources, il n'y a pas de problème. Super. Et du coup, je vous propose de passer tout de suite à la troisième partie du webinaire. Donc là, on va vraiment donner un petit peu de matière avec des exemples et puis des astuces, de choses que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. On va commencer par la pré-intégration. Donc, Mickaël, je te laisse l'honneur de nous en dire plus. Alors, souvent, encore une fois, on oublie cette pré-intégration. Souvent, on se dit, l'onboarding, ça commence le jour de l'arrivée, et c'est faux. En fait, vraiment, la partie la plus importante, finalement, ça va être ce pré-boarding. Et elle a un petit peu deux facettes, ce pré-boarding. Il y a un côté tourné vers le futur collaborateur et une partie vraiment en lien avec tout ce qui se passe dans l'entreprise, parce que finalement, il y a plein de choses à faire au sein de l'entreprise avant qu'elle arrive. Donc, on va commencer par ce qu'on doit faire, le lien qu'on doit avoir avec le futur collaborateur. Donc, garder le lien, c'est ce qui est important. Alors, comment on le fait? Idéalement, ça peut être un outil, par exemple. On peut mettre à disposition un espace futur collaborateur dans lequel il va pouvoir accéder à un certain nombre d'informations. Ne serait-ce que, par exemple, lui donner une vision sur son planning, son intégration, comment ça va se passer. Je suis psy. On sait depuis des années, il y a plein d'études là-dessus qui montrent que l'incertitude, ne pas savoir comment va se passer ces premiers jours, c'est un vecteur de stress. Si dès le début, on peut accéder à un programme, un planning, et dire tiens, je sais que je vais faire ça, tel jour, tel jour, je vais rencontrer telle personne à tel moment, déjà, on a travaillé à mon intégration, je sais que je suis attendu, et en plus, je sais ce qui va se passer. Donc là, c'est vraiment hyper important, donner de la visibilité à comment va se passer l'intégration pour le futur collaborateur, c'est vraiment le rassurer, et c'est vraiment super. Et souvent aussi, on va récupérer, on va lui transmettre de l'information. On va lui demander, par exemple, de lire la charte informatique, les documents liés à la mutuelle, etc., etc. Donc, avoir cette plateforme d'échange, finalement, ça peut être intéressant, à la fois pour lui pousser des documents, mais aussi, par exemple, pour en récupérer. Vous devez lui demander toutes ces informations pour pouvoir faire, je sais pas, son contrat, pour lui faire ses virements, il va faire un RIB, etc. Donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? On envoie une liste à l'après-vert des informations qu'il nous faut, et puis le collaborateur, parfois il en oublie, parfois elles ne sont pas bonnes, etc. Donc si on a un outil qui nous permet justement, qui lui permet de saisir toutes les informations dont on a besoin, nous derrière au niveau RH, ça nous permet de gagner du temps.
je précisais qu'une des vocations du SIRH, c'est de faire en sorte que justement les RH perdent moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, plutôt que de lui demander de nous envoyer ça par mail et de ressaisir dans un outil. Là, le fait que ce soit dans un outil, ça nous permet de l'envoyer directement à notre outil après vérification, mais on ne ressaisit pas. Donc là aussi, on gagne du temps. Donc cette partie vraiment d'avoir un endroit dans lequel on peut échanger avec le futur collaborateur pour lui pousser du contenu et pour en récupérer, c'est important. Et sur le pousser du contenu, c'est aussi intéressant de lui pousser du contenu pour découvrir un peu l'entreprise. Donc on peut, alors soit ça se fait de façon un peu virtuelle, par exemple, on a des grosses entreprises comme Accenture ou Hyundai, par exemple, qui font des rencontres dans le métaverse. Voilà. Donc ça dépend un peu de votre structure, hein. Tout le monde ne peut pas faire du onboarding dans le métaverse, mais il y en a qui le font. Mondelez, par exemple, font venir leurs collaborateurs aussi pour faire des visites virtuelles des sites. Ils ont des sites de production. Quand vous arrivez à la RH ou au service informatique ou à la compta, vous n'êtes pas forcément sur le site de prod, mais ça peut être intéressant d'expliquer aux collaborateurs qu'il est le maillon d'une chaîne et que cette chaîne, finalement, elle produit ça. Donc, encore une fois, les nouvelles générations, elles ont besoin de plus en plus qu'on donne du sens à ce qu'elles font. Donc, commencer à donner de l'information sur quelle est l'entreprise, quelles sont nos valeurs, comment on travaille, qu'est-ce que vous allez y faire, où est-ce que vous êtes dans le processus de production, ça peut être intéressant. Donc, encore une fois, selon ce que vous produisez ou ce que vous réalisez, c'est pas toujours pareil, mais ça peut avoir du sens. Je te coupe juste 30 secondes parce qu'on a une question de Margot qui demande si tu as un exemple de plateforme pour pousser du contenu, je pense, par rapport au document dont tu parlais à l'instant. Fédéris, par exemple, est une solution qui vous permet de faire ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site sur ces éléments-là. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui s'intéressent à cette partie de onboarding, justement pour avoir ces éléments-là. Alors après, encore une fois, la plateforme ne fait pas tout. La plateforme, elle va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est le plus intéressant. Donc, l'administratif, c'est la plateforme qui le fait pour vous. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est peut-être d'organiser un petit événement aussi avant son arrivée pour le faire rencontrer son équipe. Donc, je crois que c'est ce que tu avais pu faire. Absolument. Ouais. Donc, vas-y, je t'en prie. Okay. Oui, je vous partage juste une petite anecdote parce que, en plus, je pense que pour vous, ça peut aussi être intéressant d'avoir le point de vue d'une collaboratrice. Avant mon arrivée, c'était mon onboarding chez Parlons RH. J'ai eu un préavis qui était assez long et du coup, j'avais été conviée à un événement qu'on organisait, que l'entreprise organise tous les ans. Et ça m'avait permis de rencontrer une partie de l'équipe en tout cas et puis de aussi m'approprier un petit peu l'essence de l'entreprise avant même mon arrivée. Ce qui fait que déjà, ça m'a donné envie encore plus de rejoindre l'équipe. Et aussi le jour J, le premier jour, j'ai été vachement moins stressée parce que je connaissais déjà la plupart de mes collègues, parce que j'avais pu avoir ce premier pas finalement. Ouais, mais c'est vraiment important. Et si ça peut pas être fait en réel, j'ai vu par exemple des entreprises où ils prenaient des photos de l'équipe, des gens bébés. Et le but du jeu, c'était le jour de l'arrivée, essayer de retrouver qui est-ce qu'il avait vu avant en bébé. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, parfois la période de préavis peut être très très longue. Comment je continue à garder du lien entre le moment où j'ai dit au collaborateur, c'est bon, c'est toi qu'on veut, et puis le moment où il va arriver sur son premier jour. Encore une fois, de plus en plus, j'en parlais la semaine dernière avec les DRH, ils nous disent de plus en plus de no-show, en fait, des gens qu'on avait dit oui, venez, et puis finalement qui viennent même plus le premier jour. Parce que justement, ils ont vu notre offre plus intéressante, ils n'ont pas eu ce sentiment d'être attendus, ils n'ont pas eu cet élément-là. Donc il y a un vrai travail à faire, et ça, c'est pas finalement l'outil qui peut le faire, l'outil va être un support, mais c'est ce contenu-là que vous devez créer. Et puis, ça me permet de passer à la partie d'à côté, sur ce qu'on doit faire au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qu'il faut créer aussi avec le manager. Je vous l'ai dit, la RH, finalement, vous êtes que le chef d'orchestre, celui qui porte l'intégration du collaborateur, c'est le manager, c'est le top management. Donc, c'est vraiment important de construire et de valider avec lui, justement, ce plan d'action. Et donc, quand vous l'avez construit, pourquoi pas le mettre dans l'outil. On va essayer d'organiser aussi correctement sa première journée. Donc, là encore, c'est pas vous qui le faites, mais demandez au manager, est-ce que tu seras bien là? Est-ce que tu as bien prévu quelque chose? Est-ce que le planning qu'on lui a envoyé correspond à ce qui va réellement se passer, etc. Et puis aussi s'assurer sur toute la partie logistique. Donc, il n'y a rien de pire que d'arriver et de ne pas pouvoir travailler parce que vous n'avez pas votre PC, parce que vous n'avez pas vos codes d'accès, parce qu'il vous manque des choses. Donc, là, un outil informatique, ce qui peut vous permettre de faire, parce que parfois ça peut être long, un processus d'intégration, il peut concerner des dizaines de personnes dans l'entreprise. Vous êtes dans l'hospitalier, par exemple, où il faut avoir des vêtements, il faut avoir des choses comme ça, donc il faut que tout soit prêt le jour J.
Donc, c'est avoir des déclencheurs qui disent telle personne, elle va arriver à telle date, et 15 jours avant, j'envoie un mail automatiquement au service informatique pour lui dire que son compte doit être créé, que tel et tel droit doivent être créés, etc. Donc, pouvoir avoir des profils et définir, lui, il est cadre sur telle population, sur tel secteur, je sais que je vais envoyer tel mail à tel service, telle personne, pour que tout soit prêt. Donc là, si vous devez y penser, c'est des post-it que vous mettez un peu partout pour vous dire que vous avez bien fait. Si on a un outil, c'est l'outil qui va le faire à votre place et c'est quand même un peu plus confortable au niveau RH. Ça vous permet de gagner du temps pour vous consacrer sur ce qui est le plus important, donc la construction du lien qu'on va mettre avec le futur collaborateur. Quelque chose qu'on trouve aussi de plus en plus souvent et qui est vraiment gagnant-gagnant pour l'entreprise comme pour le collaborateur, c'est d'essayer de choisir avec le manager un buddy. Donc ça se fait bien dans les pays anglo-saxons. Un buddy, c'est quoi? C'est un pote, comme son nom l'indique. Donc c'est pas le manager, c'est plutôt un pair. C'est quelqu'un justement sur qui on peut s'appuyer et qui va en général plutôt, c'est pas le manager. Si je pose des questions à mon manager, est-ce qu'il va pas me juger? Est-ce qu'il va pas se dire, tiens, il comprend pas ou autre? Donc c'est rassurant de se dire, j'ai quelqu'un à qui je peux poser plein de questions sans trop me sentir jugé et puis qui va me donner aussi un peu les bonnes ficelles de l'entreprise. Donc par exemple, me dire, tiens, la cantine, c'est mieux à cette heure-ci, ou tu peux aller manger là-bas, viens, on va déjeuner ici. Donc c'est un peu créer ce sentiment d'appartenance, de binôme qui va être important. Et c'est gagnant-gagnant aussi pour l'entreprise parce que quand vous dites à quelqu'un, est-ce que tu veux pas devenir un buddy, c'est aussi lui dire, c'est toi qu'on a choisi, c'est toi qui porte aussi les valeurs de l'entreprise, on considère que tu es un modèle et finalement, on veut que les nouveaux collaborateurs te ressemblent. Donc là, vous faites double coup parce que vous fidélisez aussi votre buddy, parce que vous lui dites, on a besoin de toi, tu es important et ce que tu le fais bien et on veut que les autres le fassent comme toi. Et du coup, vous donnez un compagnon, un pote, un ami à votre futur collaborateur qui a quelqu'un sur qui il peut s'appuyer, ce qui n'est pas forcément toujours le cas du manager parce qu'il peut avoir plein d'autres choses à faire. Mais au moins, ce buddy est un vrai référent, quelqu'un qui l'accompagne, qui l'aide, qui lui donne une bonne combine et qui va participer grandement à son intégration. Et du coup, à partir du premier jour, aussi très important, le premier jour. Donc on l'a dit, c'est un peu à ça qu'on a pensé tout à l'heure. Si le premier jour se passe pas bien, si vous n'êtes pas, on va dire, un peu bien accueilli comme l'idée du capitaine qui vous attend au montée du bateau, forcément ça va être compliqué. Donc ce qu'on ne doit pas rater, c'est idéalement plutôt un accueil un peu collectif, présentation de l'équipe. Donc si on a eu l'occasion de le présenter avant, qui retrouve les personnes et qui soit content de les retrouver en général. Ça peut être la visite du site. Et puis, je le disais, continuer à donner du sens. Donc, dans la période de préavis, on a pu lui donner du contenu pour que justement, il se rende compte que les valeurs qu'on lui a vendues pendant la période de recrutement sont en adéquation avec ce que fait l'entreprise. Et là, on va le confirmer. Oui, en effet, les gens ont la banane. Oui, en effet, j'ai vu qu'il y avait des poubelles de tri. Oui, en effet, j'ai vu un certain nombre de choses. Donc c'est important. Donc, vraiment un soutien dès le premier jour. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut avoir un petit package, vous savez, un petit welcome kit, voilà, avec un certain nombre d'informations. Alors, je crois que chez Parmera, vous avez un welcome kit. Ouais, on a eu un welcome kit et justement, un des goodies présents à l'intérieur, c'était une tasse, un mug avec notre nom, le logo de Parmera et notre nom écrit dessus. Ce qui fait que quand on arrive le premier jour, on a déjà notre petite tasse et avec notre nom, on s'est personnalisé. Voilà, ça a été fait rien que pour nous, donc c'est engageant et on se sent vraiment intégré. Et là aussi, sur les goodies, faire attention. Donc là, excellente idée du mug avec son nom, bien évidemment. Les nouvelles générations sont très sensibles aussi à tout ce qui est éco-responsabilité. Donc on évite de plus en plus le sac plein de petits goodies fabriqués en Chine et qu'on ne va jamais utiliser. Donc on essaye de trouver les goodies qui sont en adéquation avec les valeurs que vous portez et qui pourront être utiles. Donc voilà, la mug avec son nom, c'est tout à fait pertinent et c'est tout à fait intéressant. Donc, avoir une bonne vision de son planning, si vous n'avez pas pu lui donner en amont sur le pré-boarding, c'est indispensable de lui donner là. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire dans les semaines qui arrivent, comment ça va fonctionner, et toujours avoir tous les outils qui vont lui permettre de travailler directement. Juste pour une petite anecdote, a priori, chez Twitter, ils ont 75 actions comme ça qui sont définies sur le pré-boarding et le premier jour pour s'assurer justement que le collaborateur va être efficace. Donc là encore, si vous avez un outil qui le permet, forcément, ça va être beaucoup plus efficace. Puis on va essayer d'inclure encore mieux, d'engager et de fidéliser encore mieux le collaborateur. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de poursuivre aussi. Souvent, on a tendance à se dire, le premier jour, ça y est, ça s'est bien passé, c'est bon, c'est fini. Et non, c'est pas encore tout à fait fini. Il y a cette notion de suivi qui est vraiment très importante, en particulier sur l'engagement du collaborateur. Et du coup, il y a des postes qui sont plus faciles que d'autres à prendre en main. Mais pour ceux qui sont un peu compliqués, il faut construire cette montée en compétences. Donc, faire un état des lieux entre
qu'on a vu pendant le recrutement des compétences qu'avait la personne, où est-ce qu'on veut l'emmener. Pourquoi pas définir des parcours de formation. Je vous donne l'exemple de Disney, mais il y en a plein d'autres entreprises où le collaborateur rentre vraiment dans un parcours d'intégration où il va comprendre un certain nombre de choses. Souvent, ce n'est pas forcément que lié à son métier, mais encore une fois, c'est vraiment porté sur les valeurs de l'entreprise, d'où on vient, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fabrique, où est-ce que vous êtes dans la chaîne, etc., etc. Donc vraiment donner de plus en plus de sens. Et ce parcours, il doit être quasiment individualisé aussi parfois en fonction de ce que fait la personne, en fonction de ses attentes, en fonction des compétences qu'elle a à acquérir. C'est important aussi, bien évidemment, de faire des feedbacks réguliers. Hein. On le voit toujours aussi sur les entretiens. Un collaborateur, il a besoin de feedback, d'autant plus quand il arrive. Est-ce qu'il fait bien les choses? Est-ce qu'il atteint le niveau qui nous intéresse? Alors, il y a les échéances de fin de période d'essai. C'est pas la meilleure, hein, si on attend justement, voilà, finalement, t'es pas très bon, on va mettre fin à la période d'essai. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Si vous voyez que le collaborateur n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on attendait de lui, faut tout de suite essayer de corriger le tir et pas attendre le dernier moment pour dire, non, c'était pas bon, on y va. Donc, feedback régulier. Le buddy peut être là aussi justement pour vous aider, hein, le manager, mentor. Alors, voilà, est-ce qu'on a besoin d'un buddy? Ça dépend de technique de management. On est de plus en plus vers le manager coach aussi. Hein. Donc, choisissez ce qui est la meilleure méthode pour votre organisation, mais avoir des feedbacks réguliers, c'est vraiment indispensable. Et puis, vraiment, essayer de formaliser aussi quelque chose à la fin de période d'essai. Souvent, les entreprises qui ont ce qu'on appelle des questionnaires d'étonnement ou des rapports d'étonnement à la fin, on demande aux collaborateurs de remplir ça. Donc, souvent, on peut lui donner au début, hein, lui dire, voilà, dès que tu vois quelque chose qui t'interroge, qui te questionne, tu le notes et on en reparlera après. Et c'est super important et c'est super intéressant pour l'entreprise d'avoir un peu ce feedback aussi de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, comment je peux m'améliorer. On l'a dit, un processus de recrutement ou d'onboarding, on doit essayer de s'interroger à chaque fois ce qui fonctionne. Il change, les générations changent, elles n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc, demandez aux collaborateurs ce qui a été bon ou pas, ça vous permet de progresser, d'améliorer votre processus d'onboarding. Donc, c'est super important. Merci, Mickaël. Et rapidement, par rapport à l'onboarding, sur comment est-ce qu'on met en place les différentes étapes peut-être d'un parcours de onboarding. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chronologie, mais dans les idées, les outils sont un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que c'est de s'assurer de comprendre pourquoi il s'en va, le collaborateur. Donc, si c'est là que le manager doit être un bon manager, parce que souvent, quand le manager perd son collab, il n'est pas content, il est énervé, il n'a pas forcément à être gentil avec lui, etc. Et au contraire, il faut essayer de garder cette posture très bienveillante du manager en disant, ok, pourquoi tu pars? Explique-moi. Si je peux essayer de corriger le tir, je vais le faire. Si je peux pas, ok, va voir ailleurs, c'est normal, c'est le jeu, c'est le but du jeu, mais garde à l'esprit que nous, on aimait ton travail, on aimait travailler avec toi. Si tu as envie de revenir, n'hésite pas à revenir. Donc, essayer de formaliser ce temps d'échange avec le manager, c'est une bonne chose. Et puis, pourquoi pas, alors là encore, c'est le manager qui va le porter parce que c'est pas la RH qui peut surveiller ça. Mais voilà, se mettre en relation quand même avec lui sur LinkedIn, voir justement, est-ce que ça s'est concrétisé? Il voulait voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Est-ce qu'il y est resté? Est-ce que ça va? Lui envoyer un petit message de temps en temps pour prendre des nouvelles. Donc, c'est un vrai temps, ça prend du temps, on ne fait pas pour tout le monde, mais si le manager sent que ce collaborateur lui apporte vraiment quelque chose, il ne faut pas qu'il soit rancunier et il faut qu'il essaie de garder ce lien avec un collaborateur qui pourrait peut-être revenir. Merci, Mickaël. Il nous reste quelques minutes, on va prendre 2-3 questions. Alors, je m'excuse d'avance parce que vous êtes vraiment nombreux à poser des questions, donc on n'aura absolument pas le temps de toutes les traiter, mais je vous invite, si vous avez des questions vraiment particulières, vous avez le contact de Mickaël J'espère ne pas sur la présentation. Alors, je ne sais plus où c'était, mais il y avait quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on gère le onboarding pour des profils un petit peu spéciaux comme les seniors, par exemple. Encore une fois, c'est quelque chose qui doit être complètement personnalisé et c'est ça qui prend du temps. Donc, encore une fois, l'idée d'avoir un outil, ça vous permet d'éviter de perdre du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée pour vous concentrer là-dessus. Donc, un senior, comment je dois l'intégrer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, le buddy, comment je le choisis? Est-ce qu'il n'y a pas du tutorat que je vais mettre en place? Est-ce qu'il n'y a pas un système de mentoring? Donc, on peut imaginer plein de choses. J'ai eu une question, une itération dans une conférence où on a parlé de ce sujet-là. C'était aussi le retour de longue maladie. Finalement, est-ce que le onboarding ne doit pas se faire aussi à ce moment-là? J'ai un collaborateur qui rentre après 1 an d'absence, comment je l'accueille? Est-ce qu'il va reprendre son poste comme il l'a fait du jour au lendemain? Pas forcément. Donc, c'est vraiment une interrogation que vous devez avoir. Et encore une fois, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. C'est quelque chose qu'il faut essayer de construire avec votre ADN, avec vos valeurs, avec les messages que vous voulez faire porter et avec vos managers.
Donc, c'est pas très simple. Je suis désolé si je vous ai pas apporté une solution miracle aujourd'hui, mais voilà, il faut y réfléchir et il faut le construire de façon individualisée. Dernière petite question, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal justement de commentaires par rapport au questionnaire d'étonnement. Et quel genre de questions on pose dans ces cas-là? Souvent, le questionnaire d'étonnement, voilà, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé bien ou moins bien dans votre processus d'intégration? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce qui vous a étonné? Vraiment, questionnaire d'étonnement, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues au sein de la structure qui, au début, vous ont surpris, vous ont étonné? Parfois, c'est normal. Voilà, la structure est faite parfois comme ça. Parfois, souvent, quand on est en RH, on a un peu le nez dans le guidon, donc on ne voit pas certaines choses, parfois qui sont même des dérives. Parfois, il y a des choses qui, dans un rapport d'étonnement, qui peuvent être remontées et qui ne devraient pas exister au sein de l'entreprise. Donc, ça vous permet, vous aussi, au niveau RH, donc c'est souvent le manager qui le porte, mais le fait d'avoir un outil dématérialisé, ça vous permet de récupérer les réponses, les questionnaires et les analyser. Donc, souvent, au pire, un document Word, au mieux, un outil informatisé qui permet d'analyser, de faire des stats sur ces informations, mais poser toutes les questions qui permettent de récupérer de la matière pour comprendre comment c'est plus ou moins bien passé l'intégration du collaborateur et comment on peut améliorer les choses. Merci Miguel et merci à vous tous vraiment pour votre participation et pour vos questions. Il est 46, mais en même temps, on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Deux petites questions pour la fin avant de conclure. Ton coup de cœur et ton coup de com'. Est-ce que tu veux nous partager ton coup de com' en premier? Alors, coup de com', on a fait on fait beaucoup de webinaires ou d'articles. Là, on en a sorti un que vous pourrez trouver sur le offboarding, justement. Donc, pour toutes les questions que vous avez sur le offboarding, vous aurez beaucoup plus de matière parce que je crois qu'il y aura un webinaire entier à faire sur le sujet. Donc, avec cet article, vous trouverez de l'information. Mon coup de cœur, alors je suis lyonnais et j'aime bien manger. Je vous aurais donné quelques bonnes adresses de restaurants, mais ça n'intéresserait que les Lyonnais ou que les personnes qui voudraient venir à Lyon. Je travaille avec beaucoup d'étudiants, je ne l'ai pas dit, j'enseigne dans plusieurs universités au la Sorbonne. Et mon coup de cœur serait vraiment pour l'alternance. Il y a une vraie valeur ajoutée et en lien avec l'onboarding. Un alternant, il faut l'intégrer aussi, mais on a un peu plus de temps en général pour l'intégrer. Il peut vous apporter beaucoup de choses. Je suis un peu triste quand j'arrive dans des entreprises ou quand je vois mes étudiants qui me disent en fait, on m'a utilisé pendant 2 ans et on va me remplacer par un autre alternant qui va faire ce que je vais faire, etc. C'est pas le but de l'alternance. L'alternance, c'est vraiment de former les gens. Il y a un vrai travail d'échange qui doivent être faits. Et souvent, quand on prend un alternant, c'est pour l'embaucher derrière, en théorie. Essayez de garder ça en tête. Il y a vraiment de beaux profils à rechercher. On a du mal à recruter. L'alternance, c'est la voie royale pour ça. Donc, pensez-y. Et pour avoir fait de l'alternance, je valide et je suis alignée. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été présent avec nous et d'avoir partagé ton expertise. Très sympa. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. Avec plaisir. Et merci à vous aussi pour votre participation. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 22 juin. Ce sera un jeudi à 11h pour le 77e webinaire de Parlons RH. Pour l'occasion, je recevrai Thomas Cornet, qui est cofondateur de Wikifit Cégide, pour parler de la génération Z. Vaste sujet. Oui, très vaste sujet. Merci encore à tous et à toutes et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.